Donc bonjour à toutes et tous, merci d'être présents, encore une fois aussi nombreux. Bienvenue au deuxième webinaire, deuxième d'un cycle qui a démarré le mois dernier et qui se poursuivra donc jusqu'au mois de mai. Donc pour rappel, ce cycle est co-organisé par le collectif Biomasse et SHS et par des membres de la plateforme de dialogue du projet Forest Hub, qui est lui-même associé au programme Forest. Donc pour plus d'informations, je reviens pas sur les organisateurs en détail. Je vous renvoie à la note de cadrage qui a été diffusée en décembre ou à nos sites respectifs. Voilà. Et juste avant de laisser la main à nos invités du jour, je vais me permettre quand même quelques éléments de cadrage, de rappel sur le cycle. L'idée étant de vous redonner le cadre dans lequel va se tenir la discussion d'aujourd'hui. Donc, comme précisé dans la note que je viens d'évoquer, ce cycle de webinaire va tâcher de répondre à la question suivante. Dans un contexte général de promotion d'une nouvelle bioéconomie forestière, quelle réponse des acteurs et actrices de la forêt face à la polycrise subie par le secteur forêt-bois? Donc précisons ici que la notion de polycrise est une hypothèse que nous formulons ici et à laquelle nous tâcherons de répondre au cours du cycle. Ce cycle vise aussi à éclairer certaines tensions qui sont à l'œuvre dans le monde forestier, en lien direct avec les incertitudes et ruptures fortes à l'œuvre. Tensions entre les différentes fonctions de la forêt, qu'on perçoit soit comme un puits de carbone, comme un réservoir de biomasse, comme un habitat riche de biodiversité, un espace récréatif, etc. Et donc, ce cycle se propose enfin, afin de favoriser un dialogue qui n'est pas toujours évident, de mettre en discussion, dans le cadre de webinaires impliqués, des personnes issues du monde de la recherche scientifique avec d'autres issues du monde de l'action. Donc, c'était le cas lors du premier webinaire le mois dernier, le 15 janvier, où nous avons accueilli Charlotte Glinel, sociologue à l'INRAE, qui a été mise en discussion avec Anthony Offray, directeur d'agence ONF, et Philippe Canal, aménagiste à l'ONF, et qui ont pu échanger sur différents enjeux liés à la gestion des dépérissements à l'amont forestier et à l'évolution du métier de forestier. Voilà, donc vous pouvez retrouver ce premier webinaire en replay, soit sur le site du collectif Biomasse et SHS, soit sur la page YouTube du PEPR Forest. Ouais, donc à la fin de ce premier webinaire était mis en lumière la perte de mémoire des crises par les gestionnaires forestiers. Donc ça faisait une très très belle transition avec la thématique d'aujourd'hui, qui est centrée sur la prise en compte du temps long des forestiers par les propriétaires forestiers. Et voilà, donc après avoir mis à l'honneur l'ONF lors de notre premier webinaire, les forêts publiques, c'est cette fois sur la forêt privée que nous allons nous concentrer. Et voilà, et donc autour du thème de la polycrise au choix de gestion des propriétaires privés, attentes et besoins de données historiques opérationnelles, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui donc Thomas Fès, qui est directeur adjoint de l'Institut pour le développement forestier, lui-même partie du service de recherche, développement et innovation du Centre national de la propriété forestière. Thomas est aussi docteur en écologie historique des forêts. Et donc, il va échanger aujourd'hui avec Jérôme Buridan, agrégé d'histoire, professeur de géographie à l'Université de Picardie-Jules Verne et directeur de l'unité Edissan pour écologie et dynamique des systèmes anthropisés. Et enfin, Raphaël Laquello, qui est historien de l'environnement à l'Université Grenoble-Alpes, ingénieur d'études au sein de la chaire forêt alpine en transition. Voilà, donc je vous laisse la main pour vous présenter un petit peu plus en détail vos postes, les éventuelles recherches que vous menez ou que vous avez pu mener par le passé. Et voilà. Bon webinaire à tous. Merci d'être là. Thomas, tu peux commencer? Oui, ça marche, je commence. Donc Thomas Feiss, donc l'Institut pour le développement forestier, donc le service de recherche, développement et innovation du CNPF. Donc le CNPF, qui est l'établissement public administratif en charge du développement de la gestion durable des forêts privées françaises. Donc on reviendra sur ce que sont les forêts privées françaises tout à l'heure. Et sinon, effectivement, donc cette casquette de RDI, recherche, développement, innovation, et précédemment, donc effectivement, une casquette de chercheur, enseignant-chercheur avec une thèse en écologie historique des forêts, c'est-à-dire prendre en compte l'historique des forêts pour voir les conséquences sur le fonctionnement actuel de l'écosystème forestier. Justement avec Jérôme Buridan, Hélène Oran, je crois qu'ils sont présents aujourd'hui, et Guillaume Decoq, donc à Edizan à l'époque. Voilà. Donc Jérôme, je te laisse la main, ou Raphaël. Raphaël, vas-y. Ouais, donc Raphaël Laquello, ingénieur d'études sur la chaire forêt alpine en transition de l'Université Grenoble-Alpes, où on réalise des travaux sur les enjeux de la transition pour la filière forêt-bois dans les Alpes.
Et puis après, moi, sur mon point de recherche un petit peu plus personnel, je travaille sur les trajectoires des socio-écosystèmes forestiers alpins du 19e siècle à nos jours, en essayant de diversifier un petit peu la vision qu'on peut en avoir actuellement par une approche un petit peu micro-historique. Jérôme Buridan, je suis enseignant-chercheur à l'UMR Edison à Amiens et je fais de l'écologie historique des forêts du nord de la France. Donc, je croise des données historiques, des données textuelles et planimétriques, des données environnementales qu'on récupère sur le terrain, des données lidar, des données paléo-environnementales et puis des méthodes analytiques propres aux archéosciences. Tout ça pour reconstituer la dynamique des peuplements depuis la fin du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Et ben, du coup, on va commencer. Donc, le dernier webinaire avait parlé un petit peu de la polycrise qui peut toucher, qui est en tout cas perçue du côté des forêts publiques. Donc, avec une crise qui soit climatique, sanitaire, au niveau des risques aussi d'incendie ou tout simplement économique et institutionnel. Thomas, est-ce que enfin, tu perçois la même chose côté forêt publique que ce qui peut être perçu côté, enfin, côté forêt privée que ce qui peut Oui, être perçu forêt publique? oui, tout à fait. Alors, effectivement, donc la forêt privée en France, hein, c'est une part importante du territoire, hein. Donc, on a aujourd'hui en France 32% du territoire qui est occupé par de la forêt. Et sur cette part-là, on a 75% de la forêt française qui est privée. Donc, ça représente une grande partie de la forêt française. Particularité de cette forêt privée, c'est qu'effectivement, elle est sur tout le territoire dans des contextes très différents. Au niveau des écosystèmes, au niveau du climat, etc. Donc, effectivement, on est dans de nombreux cas de figure confrontés aujourd'hui à un contexte très particulier, hein, en lien avec le changement climatique, du multirisque et effectivement différentes crises qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc la crise climatique, la crise au niveau de la filière, au niveau de l'emploi, au niveau euh, de tout ce qui va être sanitaire, c'est également du renouvellement forestier, beaucoup d'enjeux sur ces questions-là. Donc le côté polycrise, enfin multivariable au niveau crise, on le rencontre bien et on partage complètement avec nos collègues de la forêt publique, hein, puisqu'on travaille vraiment ensemble aujourd'hui pour le devenir de la forêt française. On partage la forêt et les forestiers au changement climatique. C'est notre défi, notre enjeu quotidien dans notre métier actuel, donc en lien avec la forêt et la gestion durable des forêts françaises. Alors, l'enjeu du débat d'aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut croiser les besoins des propriétaires forestiers ou des gestionnaires avec des données géohistoriques et avec des pas de temps longs. Et sur ce plan-là, c'est assez complexe parce que à la fois on a beaucoup de données, mais ça correspond pas forcément aux besoins des gestionnaires et on voudra t'interroger là-dessus sur les besoins futurs. L'histoire des forêts, elle est déjà ancienne puisqu'elle a commencé au moins depuis les années 1980 dans le sillage du groupe d'histoire des forêts françaises. Il faut penser aussi que les archéologues et les géographes ont apporté aussi beaucoup de données paléo et archéo-environnementales qui ont permis d'avoir une vision sur une plus longue durée de la dynamique des peuplements forestiers. Sur la question des variations climatiques, depuis Emmanuel Leroy-Ladurie au moins, il y a eu quand même beaucoup de travaux qui ont été faits. Et sur certains aléas tels que les tempêtes, je pense par exemple à un programme du groupe d'histoire des forêts françaises suite aux tempêtes Lothar et Martin qui a été mené entre 2000 et 2004. On a une vision qui est pas mauvaise. On a aussi une vision qui est pas trop mauvaise sur l'évolution du marché du bois. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans les années 2000-2010. Et puis, plus récemment, notamment autour des travaux initiés par Jean-Luc Dupuy, on a beaucoup travaillé sur l'ancienneté des forêts. Mais à contrario, sur d'autres thématiques, j'ai l'impression, mais tu pourras me
me contredire, Raphaël, que on a encore des données partielles et parfois qu'il est difficile de monter en généralité et que on a besoin de recherche et il y a des thématiques de recherche qui méritent d'être approfondies, notamment sur les phases de dépérissement. Aujourd'hui, on connaît des phases de dépérissement marquées, mais si on reprend les sources historiques, on en a au XVIIe siècle, on en a au XVIIIe siècle, notamment à cause du petit âge glaciaire, mais c'est pas forcément facile de monter en généralité aujourd'hui. Sur les attaques de ravageurs, moi je trouve dans les archives des attaques de chenilles processionnaires du pin dans la France septentrionale au XIXe siècle. Sur immigration assistée, il y a peut-être aussi une marge de manœuvre parce qu'on plante depuis le XVIe siècle. En génétique, il y a du travail à faire. Et puis, l'impact à long terme des espèces exotiques envahissantes ce serait aussi à mesurer parce que pour l'instant, on a une vision plutôt à court terme. Et alors, ce sont des thématiques qui sont actuellement prises en charge, étudiées par les chercheurs. On a déjà des données antérieures qui peuvent être remobilisées, mais du côté de la recherche, on se dit que la remontée des besoins du terrain est essentielle parce qu'elle permet d'orienter la recherche et on se pose la question des thématiques qui seraient plus opérationnelles et qui seraient plus utiles en matière de gestion et d'orientation de la gestion. Oui, et notamment, donc toutes ces questions-là, elles se posent du côté public, mais aussi particulièrement du côté privé, puisque, en tout cas, en histoire, on a l'habitude de travailler sur les forêts publiques avec les forestiers publics, et sur les forêts privées, c'est un peu plus rare, bien que ça existe. Et pourtant, il y a quand même des enjeux, justement, de connaissance du passé sur les forêts privées, et du coup, euh, Thomas, est-ce que ce recul temporel, il est pris par les propriétaires privés de ton expérience? Et est-ce que finalement, s'il est pris ou s'il n'est pas pris en compte, c'est dû à certains paramètres comme la structure ou la taille de la propriété? Voilà, qu'est-ce que tu peux Oui, nous dire sur ce sujet? oui. Particularité de cette forêt privée, c'est sa répartition et son ancienneté. Donc déjà, la répartition, aujourd'hui, on a 3,1, 3,5 millions de propriétaires qui se partagent cette forêt privée. Donc là, en termes de transmission, c'est très complexe, puisque ça nous fait un très grand nombre de cas de figure possibles de transmission du patrimoine forestier, héritage, achat, etc. Il y a plein de cas de figure possibles. Et l'ancienneté de cette forêt, donc effectivement, hein, globalement, quand on regarde la forêt privée, sa particularité, c'est sa forte expansion depuis notamment le 19e siècle. Donc suite au minimum forestier du 19e siècle, on avait en France entre 8 et 9 millions d'hectares. On a eu notre révolution industrielle, on a eu notre changement de paradigme et effectivement un changement sur l'usage et la pression qu'on avait sur les forêts. Et donc beaucoup d'abandons de terres agricoles sont transformés en forêts, donc des terres privées qui sont devenues forêts du 19e jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, on n'a plus que doublé la surface forestière. Et donc ce doublement-là est vraiment lié à cette forêt privée, essentiellement lié à cette forêt privée. Donc une forêt jeune avec voilà, une capacité à retracer l'histoire qui peut être parfois très compliquée parce qu'on va être justement dans des cas d'abandon de terres, des prises agricoles, recolonisation forestière naturelle. Donc quid des documents historiques qu'on va pouvoir retrouver. Donc c'est complexe. Beaucoup de propriétaires, une surface pour l'essentiel des propriétaires qui est très petite, hein, 1 hectare ou en dessous de 10 hectares. Donc là, à nouveau, pour avoir des documents, c'est compliqué. Et effectivement, pour avoir des traces historiques, là, on va avoir le maximum de données, c'est sur les surfaces un peu plus conséquentes, donc à partir de 10 hectares, 20 hectares, jusqu'aux grandes propriétés. Donc c'est un minimum en termes d'effectifs de propriétaires, mais voilà, en termes de surface, c'est considérable. Et quand on commence à avoir des documents de gestion durable, justement, en lien avec ces forêts d'un peu plus importante superficie, là on commence à avoir possibilité d'informations historiques qui vont pouvoir être consignées dans ces documents de gestion et possiblement être transmises entre générations de forestiers. Alors à savoir hein, que historiquement l'obligation d'un document de gestion durable qu'on appelle le plan simple de gestion en forêt privée, c'était 25 hectares.
Aujourd'hui, depuis 2023, c'est descendu à 20 hectares. Mais voilà, c'est seulement à partir de cette surface-là qu'on a l'obligation d'un document de gestion durable de type plan simple de gestion. Donc ça conditionne énormément quand même euh, cette possibilité qu'offre le document de consigner des éléments historiques. Donc voilà, à partir de ces surfaces-là, on peut retrouver de l'histoire et on y retrouve un intérêt fort à la fois pour le propriétaire en tant que, en son nom propre, pour l'histoire de son patrimoine. Donc ça, c'est systématiquement, les propriétaires sont très passionnés par ces éléments-là, ça les touche énormément puisque ça touche leur forêt, leur patrimoine, leur histoire. Donc il y a un intérêt très fort à ce niveau-là. Mais voilà, le plus grand vide qu'on va avoir, effectivement, c'est pour avoir l'historique de ces forêts, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, mais l'histoire de ces forêts en termes de dynamique, en termes d'historique de gestion, en termes de, comme le disait Jérôme tout à l'heure, est-ce qu'on a connu localement des épisodes de crise d'insectes ou autres, les essences qui auraient pu être testées, plantées, s'il y a eu des expérimentations forestières localement. Donc là, voilà, là, ça devient, on arrive sur des éléments très intéressants pour nous actuellement, hein, puisqu'on travaille sur l'adaptation des forêts de demain au changement climatique. Donc pour avoir une vision globale, forcément, les données du passé vont fortement nous intéresser. Et donc là, oui, on a une richesse forte, mais il faut aller la chercher. Et c'est là que, par rapport à la forêt publique, hein, où on a des plus grandes surfaces, une stabilité dans le temps, on va dire, de la propriété. Voilà, pour la forêt publique, pour la forêt privée, c'est un peu plus complexe. Il y a des cas particuliers où on y arrive, où on a l'info, notamment des propriétaires ou des gestionnaires passionnés qui ont fait eux-mêmes la recherche. Mais voilà, c'est une situation particulière et un enjeu fort, notamment, hein, je répète, pour nous, tout ce qui est expérimentation, d'avoir un regard historique sur ces aspects-là, ce qui a pu être expérimenté, testé par le passé. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est particulier, cette forêt privée. Ouais. Et du coup, on rentre directement dans le cœur de notre réflexion. Et l'idée, c'était de se dire, de prendre l'opportunité de ce webinaire pour réfléchir un petit peu, alors tous les trois, et puis avec vous après, sur comment on peut produire de la donnée historique utile pour les forêts privées. Et du coup, Jérôme, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les labellisations PEFC et FCS comme potentiel moteur d'intégration des données historiques? Oui, oui, parce que je reviens sur ce qu'a dit Thomas d'abord sur les documents de gestion durable. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on regarde ce qui se passe en forêt domaniale, on récupère souvent des aménagements qui sont anciens et dans les aménagements du 19e siècle, on a beaucoup de données historiques, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre qui concerne l'histoire de la forêt et qui est vraiment important. Et au fur et à mesure du temps, sur les aménagements 20e siècle, 21e siècle, eh bien, on a tendance à perdre cette mémoire et à perdre cette analyse. Et si en forêt privée, ça commence à être intégré dans les documents de gestion durable, c'est un élément qui peut être intéressant pour avoir une vision à long terme. Et effectivement, Raphaël, on se posait la question de l'arrivée des labellisations PEFC et FSC, parce que dans les labellisations PEFC et FSC, il y a des volets écologiques, il y a des volets de gestion, mais il y a un volet patrimonial qui porte sur l'histoire des forêts ou sur l'archéologie des forêts. Et on se demandait si ça pouvait être un moteur dans l'intégration de données historiques, l'histoire de la forêt, l'histoire des usages, l'histoire des rapports avec les habitants, le patrimoine bâti, petit patrimoine, patrimoine archéologique. Est-ce que la récupération et l'intégration de ces données historiques ou archéologiques sont considérées par les propriétaires comme une contrainte? On est bien obligé de passer par là pour avoir la labellisation, au contraire comme une opportunité pour voir une dynamique pour analyser une dynamique sur un plus long terme. Alors, à nouveau, hein, on est sur différents cas de figure possibles. Alors déjà, le document de gestion durable, le plan simple de gestion, par exemple, effectivement, on y référence au nom du Code du patrimoine, hein, tout ce qui va être patrimoine archéologique, donc protégé, hein, par les monuments historiques, vont être référencés dedans. Ensuite, dans la labellisation PEFC, effectivement, notamment si on cite PEFC, qui est pour l'instant la plus vaste en termes de surface pour la forêt privée, effectivement, on va avoir également tout ce qui est patrimoine culturel qui va être référencé. Alors,
Est-ce que ça incite vraiment déjà, c'est une obligation, donc voilà, la question se pose pas vraiment d'inciter, c'est une obligation. Donc on réfère ces documents, ce patrimoine bâti, protégé au titre des monuments historiques dans ces documents-là. Mais effectivement, puisque PFC c'est une autre démarche avec également un audit, donc on va avoir beaucoup plus d'occasions, on va doubler en tout cas les occasions de valoriser, de prêter l'attention en tout cas à ce patrimoine. Et là, c'est vraiment un focus patrimoine, ouais, je dirais vraiment bâti, visible, et le patrimoine archéologique connu. Donc c'est vraiment une manière de sensibiliser et de protéger cette partie immergée de l'iceberg. Voilà. Je pense que c'est la bonne image. Parce qu'effectivement, après, on le sait, hein, il y a toute la partie, et là, il faut faire de la sensibilisation cachée du patrimoine, notamment tout ce qui est archéologique, qui va être caché sous la litière forestière, hein, dans les sols forestiers. Et là, il y a énormément encore de sensibilisation à faire, parce qu'on est sur du patrimoine non visible. Il va falloir communiquer, il va falloir informer. Et là, on a seulement des actions récentes d'information à ce niveau-là, hein. Là, on a seulement en 2025, il y a eu pour la forêt privée, dans notre revue Forêt Innovation, un dossier dédié à l'archéologie en forêt. Donc voilà, la démarche est récente de Et Thomas, sensibilisation. je Oui, te coupe, mais c'est peut-être l'occasion de parler de ce qui se fait dans le Work Package 4 formation du Forest Hub, oui, puisque oui, oui, il y a un petit volet gestion conservatoire des sites archéo en forêt qui oui, est ouvert à tous les types de propriétés, forêt oui, communale, forêt privée ou forêt domaniale. oui, effectivement, hein, dans le cas du PEPR, on a cet axe 4 et on a l'action de formation sur justement la prise en compte du patrimoine archéologique dans la gestion forestière. Donc c'est en cours de mise en place. C'est des actions qui vont arriver là en 2027, 26, 27, 28. Mais l'idée, c'est vraiment de sensibiliser via la formation les gestionnaires et les personnes, les professionnels en lien avec le patrimoine forestier privé ici, à ce patrimoine-là. Donc, comment identifier, comment reconnaître les grandes catégories de sites archéologiques, quelles sont les grandes lignes pour protéger l'intérêt dans la gestion forestière via la taille des bois, via les chemins d'exploitation, via les préconisations dans les contrats d'exploitation. Donc effectivement, on va avoir des actions une échelle de temps très courte là, de diffusion de l'information via la formation de ce paramètre, mais spécifique archéo et gestion forestière. Mais c'est déjà un premier prisme très important, hein, quand on parle des connaissances historiques de la forêt. L'archéo est une thématique très importante. Et je salue les collègues de l'ONF, parce qu'effectivement, à l'ONF, cette formation est déjà en place en interne depuis un bon moment. C'est un sujet, ils sont à la pointe sur sur ce sujet-là pour les collègues de la forêt publique. Et donc effectivement, là, il faut faire le transfert vers la forêt privée pour sensibiliser et informer sur cet aspect archéo. Et Et si mes vas-y. souvenirs sont bons, dans ce work package, l'idée est aussi d'informer les archéologues, notamment les archéologues des services régionaux d'archéologie, et de les sensibiliser à la gestion forestière. C'est-à-dire qu'il Exactement. y a une double sensibilisation. Parce que on gère pas de la forêt comme on gère des terres agricoles Oui. ou un territoire urbain, et donc c'est important qu'il y ait un double regard. Voilà, Raphaël, je te laisse la parole, je t'avais coupé. Oui, non, j'ai une question alors qui sort un petit peu de peut-être de ce qu'on avait prévu. Donc Thomas, si tu n'as pas envie d'y répondre, tu réponds pas. Mais je la pose aussi à Jérôme et à moi-même. Est-ce que finalement, donc ça c'est très important ces questions de patrimoine. Enfin, je suis le premier à le dire. Mais est-ce que dans le cadre de la polycrise, c'est un apport historique qui aide ou, sur un certain secteur de la crise ou pas forcément, ne serait-ce que par le fait de se dire que ça change un peu la vision qu'on peut avoir du passé parce que on imagine pas souvent qu'il y ait quelque chose sous un sol forestier, puisqu'on a cette tendance à penser la forêt comme quelque chose de plutôt stable, même, on se rend compte, même chez certains gestionnaires. Oui, oui. Alors, moi, je le perçois vraiment comme une une richesse en termes déjà simplement intellectuelle sur la connaissance historique, patrimoniale qu'on va avoir dans ces différents massifs, dans ces différentes propriétés. Mais après, une richesse également pour notre vision, notre projection qu'on va avoir sur la forêt,
puisqu'effectivement, tout ce patrimoine archéologique va nous renseigner énormément sur des pratiques, sur des usages, sur des cultures d'essence, sur la manière de les cultiver, sur des initiatives qui auraient pu avoir lieu par le passé. Et pour nous, tout l'intérêt, c'est une mise en perspective. Parce qu'effectivement, on va aujourd'hui être dans des dynamiques d'innovation. On cherche en tout cas à expérimenter, à innover dans un cadre scientifique et technique bien précis, pour derrière arriver à à produire des itinéraires de gestion, par exemple. Mais si on peut mettre nos idées et nos recherches en perspective avec un enrichissement des données du passé, donc tout simplement ce patrimoine-là, et cette présence-là, c'est vraiment un avantage significatif pour nous. Et après, il faut quand même le signaler, hein, tout ce patrimoine qu'on va retrouver en forêt, c'est une richesse, mais ça peut aussi être ça peut être tout à fait perçu comme ça peut être perçu comme une crainte, parce qu'effectivement, il peut y avoir derrière des contraintes de gestion. Donc il peut y avoir, c'est pour ça l'importance de communication est importante ici, puisqu'effectivement du patrimoine, bah, ça conditionne de l'exploitation, la taille des arbres, les systèmes racinaires, circulation des engins. Donc il peut y avoir aussi ce double aspect de la peur un petit peu du patrimoine, et c'est là qu'effectivement le transfert va être très important pour informer et entre guillemets, dédramatiser, quand c'est le cas, cette présence archéologique ou historique dans les forêts. Ok. Et après, ben, je rebondis du coup sur un exemple sur la question un petit peu des polycrises et en fait des capacités enfin, de la capacité à se projeter en fait. Justement, tu disais, on travaille sur la forêt de demain. Et nous, là, ce qu'on regarde en ce moment, par exemple, avec alors là, on n'est pas qu'à l'échelle de la gestion forestière, on est aussi à l'échelle enfin, de toute la filière. Mais par exemple, il y a des enjeux de relocalisation qui sont un petit peu complexes. Par exemple, on est sur des cas d'études en Haute-Savoie où, en fait, quand un propriétaire privé ou une commune veut produire en bois local, bah, il y a de la difficulté à le faire. Et c'est vrai que, il y a sur la vision du futur, que ce soit du forestier qui est là pour exploiter ses arbres ou de l'architecte, il y a un espèce de blocage de se dire on n'a jamais fait en fait du local. En réalité, c'est faux. Parce que historiquement, c'est ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il y avait des filières tout à fait locales et qu'elles ont disparu depuis plusieurs dizaines d'années, en tout cas dans le cas spécifique des Alpes, mais que c'est toujours possible. Et du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a de la place pour de la donnée quantitative en histoire qui permettent de mieux comprendre l'itinéraire d'un peuplement. Mais ce qu'on peut aussi apporter et qui est peut-être pas assez souvent pris en compte, notamment par nous, historiens, hein, c'est aussi d'apporter un petit peu, de montrer le passé, le passé de ces forêts dans un sens très large, donc à la fois écologique et sociétal, et comment il y avait une diversité de trajectoires au sein d'un même territoire, parce que ça permet de réouvrir un petit peu les imaginaires, parce que quand on se dit, bah, finalement, dans le passé, c'était plus diversifié que je pensais, on n'est peut-être pas coincé dans nos trajectoires, et ça évite, ça pourrait, enfin, c'est en tout cas la croyance que j'ai, ça permettrait d'enlever un petit peu des problèmes de dépendance au sentier qu'il y a au sein de la filière. De réouvrir un petit peu le champ des possibles. Je sais pas comment tu vois les choses, toi, Jérôme, sur ce côté-là. Si, je pense que c'est une perspective qui peut être intéressante, quel que soit le statut de la propriété. Mais on peut Mm. peut-être interroger Thomas sur les besoins de la forêt privée en matière de recherche et en Mm. matière de recherche d'un point de vue géohistorique ou avec des pas de temps plutôt longs. Quelles seraient les thématiques qui pourraient intéresser des gestionnaires ou des propriétaires? Oui, oui. Alors je rebondis juste sur l'intérêt de la connaissance historique là, pour le local, parce qu'aujourd'hui, effectivement, hein, dans les pistes d'adaptation des forêts au changement climatique, hein, sans parler d'essence ou de provenance, c'est le mélange d'essence pour favoriser une résilience, une résistance de l'écosystème. Mais effectivement, quand on part sur ces mélanges, cette diversité au niveau bah, production de bois également, on remet effectivement en place des tissus vraiment locaux, à petite d'échelle de proximité en termes de valorisation du produit forestier.
Donc peut-être que ces éléments historiques-là, comme ça a été cité par Raphaël, bah, ça revient à l'actualité en lien justement avec ce contexte changement climatique et de favoriser certaines méthodes de gestion forestière comme le mélange qui reviennent forcément à une adaptabilité plus forte de la transformation du bois et un tissu local peut-être qui va se renforcer. En tout cas, c'est des tendances qu'on peut observer. Et bah oui, derrière ces questions d'expérimentation, d'innovation, d'adaptation des forêts, euh, des besoins qu'on va avoir quand on fait de la prospective, quand on innove, quand on crée des itinéraires de gestion, c'est tout l'aspect économique. Ça, c'est un grand domaine complexe qui va souvent manquer d'informations. Et c'est complexe à aller chercher, mais voilà, c'est pour nous une thématique à enjeu. Connaître le coût d'un itinéraire, connaître le coût de tel choix de gestion, donc avoir une vision fine, affinée, réaliste au niveau économie forestière, des conséquences que peuvent avoir bah, les choix, les propositions que vont faire la RDI en termes de gestion forestière, choix des essences, etc. Donc ça, c'est un enjeu pour l'avenir important de notre côté, hein, l'aspect économie forestière. Oui, c'est quelque chose qui est intéressant quand on regarde ce qui a été fait précédemment dans les générations antérieures. Parce que très souvent, on accumule des monographies historiques et on a du mal à monter en généralité. Or, pour ce qui concerne l'économie forestière, on a quand même des bonnes idées des évolutions à long terme. C'est-à-dire que l'évolution des prix des bois depuis le XVIe siècle, on la connaît assez bien. Les différentes crises d'approvisionnement, on les connaît assez bien. La structure du marché, on la connaît assez bien. Mais par contre, l'impact des fluctuations du marché sur la propriété et sur les itinéraires sylvicoles, ça reste à travailler. Donc, il faudrait changer d'échelle et arriver à l'échelle d'une propriété forestière ou d'un ensemble de propriétés forestières pour voir en quoi le marché peut avoir un impact ou bien les choix de gestion peuvent avoir un impact économique. Et là, il n'y a pas grand-chose de fait. Hein. Il resterait des choses sans doute beaucoup à faire et c'est intéressant comme thématique. Tu citais aussi juste avant les questions d'expérimentation. Oui. Là, il y a sans doute encore une marge, mais autant sur les plantations, il y aurait une synthèse à faire, mais on fait des plantations depuis le XVIe siècle et elles sont souvent soumises à des échecs importants jusqu'au XVIIe siècle. Hein. Les plantations de Louis XIV à Versailles, c'est un échec patent, et il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour qu'on ait des cahiers des charges et des techniques de plantation qui soient plus efficaces. Mais il y aurait à reprendre ces expérimentations. Je pense que ça serait intéressant à l'échelle locale pour essayer de voir quel impact ça a pu avoir, lieu. Quant aux expérimentations, c'est connu partiellement. Enfin, il faut les reprendre. Au XVIIIe siècle, on a beaucoup d'expérimentateurs. Hein. Une grande figure de la théorie forestière, c'est Duhamel du Monceau. C'est un expérimentateur dans les domaines de son frère dans l'Orléanais. Mais on a des forestiers, par exemple Télès d'Acosta en Champagne, qui a fait des expérimentations en termes de densité des tiges, en termes de structure des peuplements, qui peuvent être intéressantes, mais la synthèse reste à faire. Enfin, il faudrait reprendre les sources pour essayer de répondre à vos attentes. Donc, l'enjeu, je pense, en termes de recherche, c'est d'essayer d'avoir des retours qui puissent servir, qui puissent être opérationnels et servir aux gestionnaires. Et pour l'instant, on n'est pas là. Mais je pense que on a des éléments quand même qui permettraient d'aller plus loin. Et ce que tu nous dis là peut orienter les recherches futures. Et j'ajouterais un point par rapport à la recherche. On l'avait, ce que tu évoques m'y fait penser. C'est tout l'aspect sciences humaines parce que, alors on a des travaux, hein, on a une ingénieure au CNPF qui travaille, Julie Thomas, qui travaille sur les sciences humaines et sociales. Parce que aujourd'hui, un frein qu'ont vont avoir les propriétaires forestiers privés dans l'action auprès de leur forêt, que ce soit des actions de gestion, d'adaptation, hein, accompagner un changement d'essence, ou simplement le fait d'exploiter du bois pour alimenter une filière, et ça fait partie de la vision durable, hein, de l'exploitation.
on a aujourd'hui des freins. Et pour lever ces freins-là, les éléments que nous faut remonter les propriétaires, c'est d'avoir des éléments de réponse. Ils veulent qu'on leur donne des conseils et des réponses affirmatives sur tel choix, c'est le bon choix. Et aujourd'hui, c'est très compliqué à faire dans le contexte du changement climatique et de l'incertitude et du multirisque. Poser comme ça des vérités stables dans le temps sur tel choix technique à faire au niveau forestier, c'est quasiment impossible. On ne le fait plus. On repose tout sur un diagnostic fin, mais on ne pose plus comme ça des vérités ou alors avec beaucoup de guillemets. Donc effectivement, tout l'aspect au niveau recherche, au niveau sciences humaines est important pour nous. Et je pense que dans le cas du PEPR, c'est totalement intégré. Ça prend de la puissance. Et pour nous, ça fait partie des enjeux importants. C'est justement comment accompagner, comment le propriétaire forestier, comment lui expliquer, comment l'accompagner au mieux dans justement la compréhension de ce monde actuel d'incertitude et des polycrises en lien avec son patrimoine forestier et comment il va l'appréhender, et comment il va pouvoir le transmettre aux générations futures. Donc, ça, c'est un aspect important aussi. Mm. Je pense que sur l'aspect de choix et de poser un peu de faire des choix, enfin poser un petit peu des vérités comme tu disais, je pense que il y a peut-être, enfin en tout cas, je sais pas, tu me dis si je me trompe, Jérôme, mais moi dans ce que je vois dans les sources, quand on lit des sources, alors pas pour le privé pour le coup, mais je pense que ça peut inspirer aussi le privé, mais dans le public, quand on va lire des sources d'ingénieurs des forêts au XIXe siècle, si c'est des sources qui sont des rapports ou des rapports d'activité, par exemple, ou des publications dans des revues de géographie, parce que ça se faisait pas mal à l'époque de la part d'ingénieurs, on a cette certitude qui est véhiculée de maîtrise de ce qu'ils font, des choix qu'ils font, qu'il y a la bonne essence, qu'il y a la bonne sylviculture qui va nous apporter dans la bonne trajectoire sylvicole. Mais finalement, ça, je pense que il y a quelque chose à déconstruire dans la vision des choses parce que quand on retombe à l'échelle du coup d'une forêt communale, par exemple, ben là on se rend compte que euh, on suit ces directives-là, mais déjà on les suit pas complètement comme elles sont dictées parce que elles sont pas assez adaptées localement. Alors je sais pas si ça c'est un tropisme des forêts de montagne. Jérôme, je te laisserai rebondir après. Euh, et en fait, on est en permanence face à de l'incertitude. Et même dans des périodes qu'on peut considérer comme calmes et comme pas sujet à crise ou polycrise, on est toujours dans une forme d'incertitude. Et quand le forestier plante, il sait jamais ce que ça va donner par la suite. Donc finalement, est-ce qu'il faut pas remettre par les connaissances historiques en avant le fait que l'incertitude ça fait partie de la gestion de quasi n'importe quel milieu, je dirais, et particulièrement des forêts, parce qu'on est sur des temporalités qui dépassent en fait la vie humaine, ou la carrière professionnelle dans les endroits où ça pousse le plus rapidement. Donc je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Jérôme, de ça. Mhm. Si, je te rejoins, même pour des documents plus anciens qui datent du XVIIe ou du XVIIIe siècle. À Mm. l'époque, on a des normes qui s'imposent à l'échelle nationale qui sont très très fortes et qui doivent s'appliquer partout. Mais quand on regarde les documents locaux, les procès-verbaux des gardes, les documents des lieutenants généraux, des maîtrises, quand ils rentrent dans les parcelles, on les sent hésiter en fait. Ils ont le marteau dans la main et généralement ils décapitalisent pas trop, ils font des surréserves, ils sont très prudents et ils sont très prudents aussi dans leur choix de réserve, hein. C'est-à-dire qu'on leur impose des cibles en termes de semenciers, souvent ils diversifient davantage. Enfin, c'est intéressant ces documents parce que on a le sentiment que effectivement que le forestier il a toujours géré de l'incertitude. Mm. Ouais. Bah, du coup, ouais, ça, je pense que c'est assez fondamental. Et puis, si on revient un petit peu sur la mémoire, donc euh, on le peut-être que ce qui est le plus important, c'est de ramener ce régime un petit peu là d'incertitude, parce que on le disait sur le privé, c'est difficile de faire des trajectoires socio-écologiques comme on peut le faire dans le public, parce que dans le public, il y a les aménagements forestiers qui en tout cas pour le 19e siècle, le 20e et 21e, nous permettent de faire des historiques très précis à l'échelle de la parcelle,
où on est quand même sur des documents qui, au 19e siècle, contre les arbres de plus de 20 cm de diamètre un par un. Donc voilà, on a une précision énorme. Mais ce qui est intéressant à voir au quotidien, notamment dans le cadre des recherches qu'on peut mener ou dans le cadre du PEPR, des choses comme ça, mais quand on est à l'échelle locale, on se rend compte que finalement, toute cette connaissance historique, elle n'est pas forcément exploitée dans la gestion d'aujourd'hui. Et on s'est rendu compte, notamment avec Jérôme, sur la question des plantations, sur des stages qu'on avait lancés l'année dernière dans le cadre du PEPR Forest, que par exemple, la connaissance actuelle des plantations relevait plus d'une mémoire que d'une réelle histoire. C'est-à-dire que on nous a présenté, donc on va voir des acteurs, bon, ils nous expliquent qu'est-ce qui s'est passé en termes de plantation, ok, on va dans les archives, on retrouve pas du tout la même chose. On retrouve pas les mêmes essences et on retrouve pas les mêmes surfaces, mais dans des ratios qui sont impressionnants. Et plus spécifiquement, quand on travaille avec des techniciens, bah, il peut y en avoir certains qui ont, c'est rare, mais qui se sont tapés tous les aménagements de la forêt et qui ont une vision historique assez intéressante de leur peuplement. Mais la plupart ont une vision, ont un discours un petit peu sur l'histoire, comment elle s'est passée, et ils l'appliquent sur leur forêt. Mais du coup, il y a un vrai enjeu de transmission de connaissances, parce que même quand on a la donnée, bah, on se rend compte qu'elle n'est pas forcément utilisée pour faire des choix de gestion, en fait. Et alors, pour rebondir sur ce que dit Raphaël, quel serait l'enjeu en termes d'outils à créer pour transmettre ces connaissances auprès des gestionnaires ou des propriétaires privés? On avait évoqué l'axe Archéo avec des travaux qui vont permettre des échanges et des transferts de connaissances. Est-ce que tu vois d'autres outils à mettre en place qui pourraient être utiles ou d'autres synergies au sein du PEPR ou ailleurs? Alors, je pense que ce qui est possible de faire, c'est, comme on l'a dit, c'est la formation et l'information sur justement démontrer l'intérêt de la connaissance historique, la trajectoire de sa parcelle, la trajectoire de sa forêt, qui explique l'état actuel de son massif. Et ça permet de mettre ça en perspective avec le futur. Donc ça, oui, ça on peut faire. Après, la particularité de la forêt privée, c'est qu'elle est privée. Et donc, on va pas pouvoir. Le document de gestion durable, hein, c'est un document privé. Les données qui y sont consignées sont à usage propre du propriétaire forestier. Il peut les partager s'il a un gestionnaire en contrat de travail. Il peut le partager avec le CNPF, hein, qui a pour mission l'agrément de ces documents de gestion durable. C'est sa mission régalienne, mission donnée par l'État. Mais en dehors de ça, ça va pas être envisageable de partager, mutualiser la donnée privée. Et ça, c'est un élément complexe. C'est pour ça, informer, sensibiliser, oui, c'est faisable. Et après, outiller comme ça la forêt privée, ce n'est pas évident, parce qu'effectivement, on a ce statut de la donnée qui est privé. Donc c'est vraiment une particularité à avoir en tête sur le statut de la donnée privée. Ouais. Effectivement. Donc les choses se font, hein. Alors on a des projets, on a des projets conventionnés qui permettent d'accéder à de la donnée, voilà, mais c'est un peu plus complexe. Il faut prendre des précautions parce que voilà, c'est pas le même statut de la donnée quand on travaille avec la forêt privée. Donc voilà, mais il y a tout à faire. Quand on parle globalement, il y a vraiment encore tout à faire sur ces aspects-là. Après, Ça bien permet. sûr, Ouais. j'ai peut-être des collègues du CNPF qui sont connectés, ils pourront témoigner parce que on est sur tout le territoire, donc il y a des cas tellement différents sur tout le territoire, plusieurs millions de propriétaires, 75% de la forêt. Vous voyez, imaginez bien qu'il y a des cas de figure tellement différents. Moi, je donne des grandes lignes, mais il y a tellement de cas possibles. Voilà, donc ça à prendre avec des pincettes, mais ce statut est particulier quand même. Et de manière générale, les propriétaires sont tournés vers le futur ou vers le passé actuellement? Alors voilà, là ça rejoint la thématique sciences humaines et sociales, parce que effectivement on a des travaux d'enquête auprès des propriétaires et on s'aperçoit que à nouveau il n'y a pas un comportement type du propriétaire forestier, il y a plusieurs catégories. Comme je le disais, ceux qui se posent des questions, qui s'interrogent par rapport au changement climatique et qui vont être dans un statu quo
qui ne vont plus intervenir, donc plutôt sur la non-gestion de leur forêt. D'autres qui sont sur des plus grandes surfaces dans une dynamique de gestion durable, donc qui vont intervenir sur les trois domaines de la gestion durable, de la production, la protection et aussi des missions voilà, d'intérêt collectif. Euh, D'autres vont mettre en avant plutôt l'aspect patrimoine historique, patrimoine environnemental. Ça va être le premier enjeu de leur forêt, ça va être de la biodiversité. D'autres, c'est plutôt pour la chasse ou la promenade, ou simplement un usage totalement personnel d'approvisionnement en bois de chauffage. Enfin, voilà. Donc on a des cas très variés. Et donc dans cette multitude de cas, oui, nous avons des propriétaires forestiers qui sont vraiment tournés vers le futur, qui sont partie prenante de l'expérimentation forestière. Et là, je ne peux à nouveau que saluer ces propriétaires forestiers qui aujourd'hui proposent des parcelles de leur forêt au CNPF, à des gestionnaires, des experts forestiers, pour installer de l'expérimentation qui sera suivie dans le temps pour tester des essences, tester des méthodes de traitement sylvicole. Donc là, on est dans un contexte de polycrise, mais avec des propriétaires strictement tournés vers le futur et qui mettent en place ce qu'il faut, qui s'investissent pour apporter des éléments de réponse et pour participer à l'effort collectif d'adaptation des forêts au changement climatique. Donc ça, je tiens à les saluer parce que c'est une force importante de la forêt privée et pour nous, au CNPF, voilà, c'est une partie très importante puisqu'on est un établissement qui est très tourné vers l'expérimentation. Donc ces propriétaires-là, ils sont importants dans le paysage forestier français. Merci Thomas. Jérôme, Raphaël, je me permets de vous couper, il est 13h46. C'est passionnant, on pourrait vous écouter encore pendant longtemps, échanger tous les trois. Ce que je vous propose cependant, c'est de commencer à discuter peut-être avec la salle. Il y a quelques questions ou des remarques dans le chat. Donc on va pouvoir laisser la parole à ceux qui les ont posées. Pour information, on a jusqu'à 14h15. On a étendu ce second webinaire d'un quart d'heure pour justement laisser un peu de place aux échanges. Donc voilà, peut-être commencer avec le chat. Je vois que Christophe ou Elina avaient posé des questions. Si vous voulez bien prendre la parole, n'hésitez pas. Et sinon, on vous invite aussi à lever la main si vous le souhaitez. Christophe, tu souhaites prendre la parole ou on peut poser la question. Moi, il y a une question qui m'intéresse aussi. Je vais commencer avec celle-ci. On me permet de la poser à la place de Christophe. Donc, qui disait, donc merci pour le débat. Localement, sommes-nous en capacité, avec ces bases de données, d'identifier des pratiques qui ont favorisé la récupération face à des crises passées ou au contraire accru leur vulnérabilité? Et la question, est-ce que vous avez des exemples concrets? C'est vrai que comme tu disais, Thomas, on n'est pas forcément redescendu, on a donné un peu des grandes lignes. Voilà. Est-ce que vous avez connaissance un de vous trois, de cas un peu concrets? Et puis si dans la salle, il y a aussi des gens qui ont des choses à dire sur ce point, n'hésitez pas. En fait, à partir alors là, on est en forêt domaniale, on n'est pas en forêt privée, mais à partir des procès-verbaux de martelage, on peut reconstituer la dynamique de peuplement, parfois depuis la fin du XVIe siècle. Il y a eu quelques thèses qui ont porté là-dessus depuis les années 80, depuis Gérard Houzard, qui avait travaillé sur la forêt d'Andenne, les forêts des Couves. Jean-Jacques Dubois avait travaillé sur Mormal, par exemple. Moi, j'avais travaillé sur Saint-Gobain. En Lorraine, Xavier Rochelle avait réutilisé les mêmes documents. Donc, on pourrait reprendre cette documentation et reprendre ces bases de données pour répondre à des problématiques actuelles. Quand on a fait nos thèses, on n'avait pas ces problématiques-là. Donc, il faudrait revenir à l'échelle des parcelles, mais les bases de données existent, donc on peut les reprendre et on pourrait tout à fait à l'échelle locale essayer de répondre à ces questions. En fait, c'est des nouvelles questions de recherche, mais les bases de données existants, on pourrait tout à fait les reprendre. Attention, les bases de données des années 80-90, c'est des fiches imprimées, mais il n'y a rien de plus. Donc, il faut les rentrer par ordinateur et faire du traitement statistique. Mais techniquement, c'est faisable sur quelques massifs. De là à monter en généralité, c'est plus compliqué. Oui. Mais il y a quand même eu des thèses qui ont constitué la dynamique des peuplements sur 4 siècles.
Et donc, qui permettent de répondre à des questions qui portent sur les impacts des aléas climatiques, notamment au petit âge glaciaire, ou les impacts des tempêtes et des temps de résilience, ou des impacts de la sylviculture avec des coupes trop fortes, avec des périodes de décapitalisation, etc. Et ça permettrait de mesurer ces temps de résilience. Mm. Et après, je dirais, pour compléter, que il y a une chose aussi qui est un petit peu difficile en fait à identifier sur est-ce que ça a accru, enfin, le fait de faire du renouvellement face à une crise, est-ce que ça a accru la vulnérabilité ou pas? Parce qu'il y a une question de temporalité. J'ai un bon exemple là-dessus. J'ai des endroits où, après un épisode de, de scolite, mais j'ai plus son nom, pas du pain, pas d'épicéa, mais du pain sylvestre, il me semble, sur certaines communes que j'ai. La réponse a été de planter des épicéas. Donc, c'est des pins sylvestres qui étaient déjà pas dans des conditions stationnelles super bonnes, mais du coup, on plante de l'épicéa. Ben, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était une opération qui avait fait preuve de résilience et qui n'avait pas augmenté la vulnérabilité du peuplement. Maintenant qu'on arrive, qu'on commence dans les Alpes à être fortement touché par le scolite, ben là on se dit ah finalement ce choix-là à l'époque il avait entraîné de la vulnérabilité, en tout cas de la manière dont il a été opéré, où il y a eu un remplacement d'essence. Donc c'est pas une question non plus facile à résoudre pour l'historien, et les cas qu'on croise en ce moment nous le montrent, quoi. Par contre, il y a ce côté de se dire, bah, il faut prendre enfin, il faut essayer de prendre ses décisions en prenant en compte cette incertitude sur le temps long. Il y a la variabilité de l'aléa, donc ça est Ouais. compliqué quand on croise avec la vulnérabilité. Mm. Mais les données historiques de la gestion nous aident aussi à mettre en perspective la distribution actuelle des essences forestières, parce qu'on voit qu'elles sont paramétrées par des variables naturelles, mais aussi énormément par des pratiques de gestion passées. Je prends le cas, par exemple, en Lorraine, du hêtre, qui était largement chassé par rapport aux chênes. Donc aujourd'hui, on a des grandes chênaies, hein, que l'on dit ancestrales, séculaires, etc. Mais si l'homme arrête d'intervenir dans ces grandes chênaies-là, dans beaucoup de cas de figure, hein, naturellement, le hêtre serait l'essence totalement, largement dominante sur ces secteurs-là. Donc c'est aussi intéressant de voir la composition actuelle des forêts en termes d'essence, comment elle est impactée et conditionnée par des pratiques anciennes, hein, qui remontent à plusieurs siècles en arrière. C'est intéressant cette mise en perspective, c'est vraiment les éléments forts que nous apporte l'histoire aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Grégoire, qui avait la main tout à l'heure. Oui, bonjour. Alors, j'ai un parcours de gestionnaire forestier en coopérative, donc je trouve vos échanges intéressants et je souhaitais écouter ce webinaire parce que je pense qu'effectivement les données historiques nous manquent bien souvent et elles seraient pourtant essentielles. Moi, je vois différents cas de figure où en fait les données historiques peuvent être intéressantes. Faut avoir en tête quand même que en forêt privée, ce qui caractérise la forêt privée, c'est que les propriétaires sont gestionnaires de leur forêt pendant une période courte. Là, ça n'a pas été forcément dit, mais l'âge moyen des propriétaires forestiers, c'est plus de 60 ans. Souvent, en fait, ils héritent tardivement. La transmission se fait rarement comme elle devrait se faire, en fait, d'une génération à l'autre. Et donc, en fait, les propriétaires se retrouvent à gérer leur forêt, bah, on va dire, pendant une vingtaine d'années, grosso modo, avant qu'eux-mêmes, éventuellement, transmettent leur forêt, ou malheureusement, des fois, la vendent, ce qui fait aussi une discontinuité dans la gestion. Et donc, souvent, les propriétaires, ils redémarrent de zéro. Ils redémarrent de zéro après une carrière professionnelle éloignée de la forêt. Donc, déjà, il faut leur amener des connaissances forestières, des connaissances sylvicoles, et bien souvent, en plus, à ce moment-là, des données historiques sont hyper intéressantes et viennent compléter ces connaissances qu'on peut leur amener. Et bien souvent, en fait, dans la polycrise que vous avez citée, il y a quand même aujourd'hui une tentation de sacraliser la forêt. Et c'est pas évident d'amener les propriétaires parfois à agir, à gérer. Il y a une crainte, il y a une peur. Qu'est-ce qu'il faut faire face à toute cette incertitude? Et donc le fait de montrer que par le passé, en fait, la forêt, elle était gérée, il s'est passé des choses. Ça, des fois, ça permet aussi de
de les rassurer et de leur dire bon, en fait, il faut y aller, il faut essayer des choses. Et il n'y a pas forcément besoin de remonter très loin. C'est-à-dire que j'ai eu des cas de figure où simplement la consultation de photos aériennes, des premières photos aériennes anciennes qu'on peut avoir, hein, qui datent de l'après-guerre, et qui permettent de montrer qu'en fait, les forêts, on a un petit peu oublié, mais elles ont été quand même très très exploitées, voire surexploitées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et rien que de montrer ça et de dire aux propriétaires, bah voyez, en fait aujourd'hui vous avez une forêt qui s'est reconstituée, parfois qui n'a pas été touchée depuis ce temps-là, mais qui devient vulnérable du fait peut-être aussi de la non-intervention. Et ben il faut commencer à agir. Donc ça c'est un point important. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport à la gestion qu'on pratique aujourd'hui, et puis d'être en capacité de répondre justement à des acteurs qui cherchent à sacraliser la forêt, et à leur montrer que finalement la forêt, elle n'est pas si ancienne, elle a été gérée, et qu'il faut continuer à le faire. Parce qu'on a tout un pan du public qui finalement ne comprend plus aujourd'hui, ne comprend pas nos actions forestières. Et donc ça peut nous permettre aussi d'avoir des arguments par rapport à ça. Et puis ça peut permettre aussi des fois de comprendre l'état de la forêt actuelle, et de retrouver, alors ça c'est pas forcément via des données cartographiées, mais quand on retrouve des places de charbonnage en forêt, quand on retrouve tous ces éléments auxquels il faut être attentif aussi en tant que gestionnaire, ça permet d'expliquer des fois l'état de la forêt, de montrer qu'elle a été, donc comme je l'expliquais déjà, exploitée, et que l'état sanitaire d'une forêt n'est pas que le fruit non plus du réchauffement climatique, qu'il y a des antécédents en fait qui expliquent aussi tout ça. On est dans un moment où en fait on fait beaucoup peur aux propriétaires avec le changement climatique, sans doute à raison, mais ça peut paralyser. Et puis encore une fois, tout n'est pas expliqué par le changement climatique. Il y a aussi des antécédents. Donc pour toutes ces raisons, ces données historiques, elles sont intéressantes. Également, je pense que dans le travail qui est mené, il est très important d'identifier justement les besoins qui sont très variables, on l'a dit. Ce que je constate, c'est que les forêts où il y a une continuité historique et où il y a une certaine mémoire, je parle en forêt privée, c'est plutôt les grandes forêts, comme ça peut être dit, issues d'une ancienne noblesse, où il y a toute une culture qui va avec, une culture du patrimoine, et où bien souvent les propriétaires vont tenter de transmettre à l'un de leurs descendants. Alors c'est pas toujours simple, ça s'érode parfois, et puis des fois du coup les massifs sont scindés ou disparaissent, et on a aussi du coup des nouveaux acteurs qui arrivent sur ces grands massifs, parce que ces grands massifs-là, ils sont pas accessibles au premier portefeuille, et donc on a de nouveaux acteurs qui sont des acteurs institutionnels, qui viennent avec une logique de rentabilité. Alors je le mets pas du tout avec un mot péjoratif, hein, mais qui viennent sans la connaissance historique et qui viennent avec un objectif qui est différent. Et le fait d'être en capacité de remettre au centre du jeu ce côté patrimonial de ces grands massifs, c'est hyper important. Ça me fait une réaction. Du coup, j'ai une question, puis je laisse les autres rebondir s'ils veulent. Au départ, vous disiez que les propriétaires gèrent peu longtemps leur forêt. Est-ce qu'ils en ont conscience que ces 20 ans, qui peuvent paraître un peu longs pour un humain, c'est peu de temps à l'échelle de leur forêt ou pas forcément? Alors, je pense qu'ils en ont conscience, et c'est aussi une explication parfois. Ils veulent des fois aussi laisser un peu leur trace dans la gestion, donc ils veulent des fois aussi, ça peut être aussi, je disais qu'il y en a qui ont un peu peur de faire et qui donc vont plutôt aller vers la non-gestion ou l'attentisme, on va dire. Mais il y en a aussi qui veulent imprimer un petit peu leur marque, et puis ceux qui vont être dans une logique de transmission, ils vont vouloir transmettre un bien en bon état. Aussi, on peut avoir ce cas de figure-là. Donc, des fois, au contraire, ils vont forcer un peu les choses, en voulant régénérer à tout prix certains peuplements, etc., sans forcément toujours bien prendre le temps aussi d'analyser et de comprendre la trajectoire historique dont on pouvait parler. D'autant plus que, malgré tout, avec le discours qui est prôné autour du réchauffement climatique, on met un petit peu quand même l'urgence. Il y a une forme d'urgence qu'on est en train de mettre, que le propriétaire vit, que les gestionnaires vivent aussi, parce que malgré tout,
on vit aussi cette urgence. Quand on voit des dépérissements ou des choses, on est face au fait accompli. Faut pas oublier quand même qu'en forêt privée, la notion de revenu, elle est hyper importante aussi, peut-être plus encore qu'en forêt publique, et à des pas de temps peut-être un peu plus réguliers qu'en forêt publique, parce que malgré tout, une forêt, il y a de l'imposition, il y a des choses, et il faut quand même aussi des revenus si on veut pouvoir être en capacité d'investir, hein, et de pouvoir aussi maintenir un patrimoine. Donc c'est toujours cet équilibre-là qui est compliqué et qui est perturbé en plus par la polycrise avec des revenus qui peuvent s'avérer moindres finalement parce qu'on a du dépérissement, parce qu'on a des choses qui viennent un petit peu perturber la gestion, quoi. Oui, Thomas, tu Je voulais voulais juste simplement, il y a à nouveau avec une rebondir. grande variabilité de cas de figure. C'est très complexe, hein, c'est très très variable. Mais oui, merci pour ce témoignage. À la suite, je propose à Mélanie éventuellement de prendre la parole. Il y a aussi quelques questions dans le chat, Maya, questions intéressantes. Voilà, donc peut-être Mélanie, ensuite Maya. Je vous invite à prendre pas trop de temps pour qu'on puisse avoir Oui, des questions. enfin, voilà. Je voulais juste réagir. Alors déjà, merci à tout le monde, Jérôme, Raphaël, Thomas, Grégoire, pour pour toute l'équipe qui a interagi, etc. Je m'excuse, je peux pas mettre ma caméra. Merci Grégoire pour ton partage d'expérience. Je voulais juste rebondir sur le fait que je pense que des questions que se posent chez tes propriétaires sont les mêmes que, mine de rien, la forêt publique concerne aussi beaucoup de communes, la forêt communale, et on a les mêmes questions chez les maires, en fait, de qu'est-ce qu'ils vont faire pour bien gérer la forêt. Et que finalement, ça m'interpelle parce qu'on va faire beaucoup de choses pour essayer de mobiliser les données d'écologie historique pour repenser la gestion forestière. Et du coup, tu m'interpelles sur le fait que les propriétaires pourraient être intéressés et que vous pourriez être intéressés. Et je trouve ça hyper intéressant. Et je te remercie aussi, Thomas, hein, du coup, hein, par rapport à ça. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est par rapport à ce que tu dis tu parlais de la non-intervention. Et c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui savent même pas qu'ils sont propriétaires forestiers parmi les millions dont vous parlez, en fait, et qu'il y en a très peu qui en vivent, au final. Donc, ce dont tu parlais et ceux qui se questionnent de ce qu'ils vont faire, c'est ceux qui ont déjà conscience d'être héritiers d'un territoire forestier. Et en tout cas, je pense que ça peut être intéressant de leur présenter de la donnée sur de la longue durée, de l'intervention, de la non-intervention, et de replacer le changement climatique aussi dans un autre contexte où on est dans la dramatisation, de rendre anxieux tout le monde sur des choses où on est, nous, pas encore certains en tant que scientifiques de ce qui peut se passer. Et je pense que vous aussi, en tant que forestier, vous ne savez pas encore ce qui peut se passer. Et je pense qu'en fait, il faut dédramatiser aussi le truc auprès des propriétaires et rediscuter avec eux. En tout cas, s'ils ont peur de faire des choses, s'ils ont moins peur de penser autrement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, merci à vous tous. Oui, effectivement, on insiste énormément sur l'information, la sensibilisation. Le transfert est très important. Donc, on peut surtout jouer là-dessus, poser des vérités, on ne peut plus. Donc, on informe, on sensibilise, on insiste beaucoup sur le diagnostic. Donc, ça, c'est vraiment notre mot d'ordre, diagnostic le plus fin possible pour faire un état des lieux le plus fin possible et prévoir des éléments variés, mais aussi à nouveau le plus fin possible. Donc, c'est vraiment insister sur cet élément de diagnostic, c'est très important aujourd'hui pour la forêt. Par contre, je différenciais quand même pour la forêt privée. L'impact du dépérissement ou de la mort des arbres peut être plus profond dans un propriétaire, c'est sa forêt, son patrimoine, qu'une collectivité ou autre, parce qu'effectivement, il y a un impact plus émotionnel carrément, hein, de la perte de sa forêt, une tempête, un insecte ravageur, du dépérissement lié aux sécheresses qui s'enchaînent. Donc c'est l'aspect familial, patrimonial, sensible, émotionnel et particulier aussi à la forêt privée. Donc ça, c'est encore une autre particularité de cet ensemble forêt privée, quoi. Mais merci Mélanie pour ce point, parce que c'est vrai que souvent on oublie les forêts communales et on parlait d'un turnover important des gestionnaires forestiers privés, mais chez les maires c'est encore pire, c'est des mandats de 6 ans. Il y a certains maires qui ont une vraie connaissance de la forêt, d'autres non, et donc là il y a des enjeux en termes de formation, d'information qui sont importants et de transmission. Et dans les finances d'une commune, il y a certaines communes où la forêt n'est pas importante, et puis d'autres communes où la forêt
forêt joue un rôle important dans les finances de la commune ou dans la perception des habitants. Donc je pense que là tu mets le doigt sur quelque chose d'important, et dans les webinaires à venir, il faudrait peut-être penser à embarquer aussi la FN Cofor ou les UR Cofor pour les collectivités forestières. Bah, par rapport à ce que tu dis, Jérôme, c'est juste que je fais écho à ce qu'a dit Grégoire, qu'ils se posent la question de ce qu'ils vont laisser derrière eux. Bah oui. Et moi, c'est exactement la réponse que j'ai, le questionnement que j'ai eu de la représentante des communes forestières des Pyrénées. Les maires ont peur de ce qu'ils vont laisser derrière eux, et pas par rapport à un mandat de réélection, par rapport à eux, ils vivent dans cette commune-là, ils vont se faire Intéressant, hein. Oui, oui. En fait, c'est une autre vision, c'est pas mais c'est leur forêt finalement, puisqu'ils sont les bébés de cet endroit-là. Il y a un attachement qui est fort, oui, oui. Tu as raison, Mélanie. Maya, tu veux peut-être Oui. poser la question? Je vais être brève. En plus, j'ai peur que mon ordinateur, j'ai plus le câble là. Oui, merci beaucoup pour pour ce webinaire, pour tout ce qui est discuté là depuis tout à l'heure. Du coup, moi, ma question, c'est que il y a quand même des millions et des millions de propriétaires privés. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une gamme énorme de propriétaires privés qui sont silencieux, peut-être pas très visibles, qui peuvent avoir quand même, d'abord, je pense, un très gros attachement à leur forêt, y compris leur forêt sur pied, pas forcément dans une logique, à mon avis, de très long terme, très patrimoniale quand même. Et pas forcément que dans des usages de production. Et donc, je me demandais un peu s'il y a un travail qui est fait sur la demande de futur, sur des enjeux beaucoup plus disruptifs, qui pourraient être aussi bien des enjeux de gestion beaucoup plus écologiques de leur forêt, enfin, ou dans l'idée que leur forêt, elles maintiennent des qualités de l'eau, de l'air, des paysages, des promenades, de la biodive, d'un futur pour leurs enfants moins pollué, etc., etc. Donc je pense que la dimension écologique dans les perspectives du futur, elles sont pas forcément en dehors de la pensée des propriétaires privés. Et du coup, est-ce que des éléments de choix aussi pour des usages très diversifiés de la forêt, pour son bois, mais peut-être aussi pour ses goudrons, mais peut-être aussi, et puis peut-être aussi pour des services écologiques, mais aussi des services pratiques, quoi. Si on remettait des écoles dans les forêts, des espaces de vie et de services dans les forêts, qui soient pas que de la promenade et du sport, qui pourraient être aussi diffèrent, des spectacles, enfin bon bref, il y a eu quand même toute une dimension de la forêt qui était aussi sur d'autres imaginaires, surtout chez les propriétaires privés. Voilà, donc ma question c'est est-ce qu'on aborde un peu cette question de disruptif avec des privés qui peut-être actuellement sont pas dans le champ de ceux qu'on côtoie le plus fréquemment. Oui, alors ce que je peux répondre, c'est justement par rapport à nos travaux sciences humaines et sociales, aux différentes enquêtes. Globalement, quand on interroge la sphère des propriétaires forestiers privés, on s'aperçoit que la production de bois, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas le premier objectif par rapport à ces propriétaires. Dans un panel représentatif, donc il y a des cas différents, mais souvent le premier objectif de la forêt, c'est le patrimoine, donc un patrimoine familial, qu'effectivement on va chercher à transmettre, c'est le premier. Ensuite va arriver effectivement parfois à un niveau équivalent à la production de bois, tout ce qui est accueil de la biodiversité, protection biodiversité. Donc on va retrouver ces missions-là presque à équivalence. Après les missions de chasse par exemple, ou un espace effectivement plus convivial, ça existe aussi. Donc la production de bois n'arrive pas forcément en premier choix. Ça, faut bien l'avoir en tête quand on parle des propriétés forestiers privés. Et ensuite, j'insiste vraiment, nous, au niveau établissement public, on est vraiment sur la gestion durable. Donc, qui dit durabilité, c'est une vision globale de cette forêt-là. Donc, c'est à la fois la gestion, comme le disait tout à l'heure Grégoire, intervenir, gérer, prévoir, anticiper, exploiter, mais aussi tout l'aspect environnement, tout l'aspect service écosystémique. On informe, on sensibilise et on se porte garant de ça pour la forêt privée. Et on développe notamment, vous parlez de la biodiversité, on développe aussi des outils qui aident à prendre en compte cette biodiversité dans la forêt. L'indice de biodiversité potentielle, par exemple, qui est un outil terrain qui vise
à prendre en compte, à chercher à accueillir un maximum de biodiversité dans sa forêt. Donc, parce qu'on informe une forêt riche en biodiversité, c'est une forêt plus résiliente, plus résistante face aux attaques, face aux à-coups climatiques. Donc voilà, ça fait partie d'une vision globale. Et effectivement, on informe, on communique sur ces notions-là. Et je reviens sur l'IBP, juste pour un petit clin d'œil. C'est un outil développé donc au CNPF, mais c'est un outil intéressant parce qu'il prend en compte un facteur qui est la durabilité, la stabilité dans le temps de l'état forestier. Donc c'est un document de la forêt privée, hein, un outil issu de la forêt privée, mais qui prend en compte l'aspect ancienneté de l'état boisé. Donc c'est intéressant parce que l'aspect, ça a été dit tout à l'heure, la photographie aérienne, carte ancienne, je crois que c'est un des outils les plus utilisés et facilement accessibles grâce à l'IGN et l'Observatoire des forêts maintenant. C'est très utilisé et ça, je salue cet aspect-là, c'est important. Mais voilà. Donc on sensibilise à ces différents leviers pour être vraiment sur un focus durabilité de la forêt. Et du coup, est-ce qu'effectivement les gestionnaires peuvent produire une grande efficacité de gestion écologique des forêts? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment un soutien technique qui permettrait de faire que si la demande biodive et aussi bien dans sa diversité d'espèces que fonctionnelle devienne la demande principale d'un propriétaire forestier, est-ce qu'on aurait les compétences techniques et de soutien pour vraiment amplifier ce projet-là du futur de la forêt, en maximisant ça? Alors, je peux pas répondre pour les gestionnaires, mais en tout cas, effectivement, ça fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, la notion de mélange. Donc le mélange, on est effectivement sur une diversité d'essences au niveau culture forestière. Donc ça fait partie des thématiques qui sont favorisées en tout cas pour justement essayer d'être le plus adaptable et répondre au mieux aux accidents, aux à-coups climatiques ou biotiques. Donc c'est des éléments d'actualité, notamment par la vision du mélange forestier. Et peut-être Grégoire, justement, je vois qu'il a levé la main. Y compris la faune, du coup. Ouais, merci. Y compris les animaux. Oui, bon, je sais c'est pas un si autre c'est problème. encore dans. Ça, c'est un autre problème parce que ça, c'est un gros souci. L'équilibre forêt-gibier, c'est une thématique très délicate. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de forêts en renouvellement, donc des stades jeunes, et on a un déséquilibre forêt-gibier, donc une grande difficulté à renouveler la forêt de par la pression du gibier. Mais c'est un autre sujet. Grégoire, je veux. Oui, enfin, je pense que c'est un petit peu hors sujet, mais c'était juste pour répondre sur cet aspect biodiversité en forêt privée. Enfin, en tout cas, dans les coopératives forestières, ce que je peux voir, c'est que on propose maintenant des diagnostics IBP, puisque c'est un protocole qui maintenant fait référence dans la profession. Mais ceci dit, ça a un coût. En fait, c'est un coût supplémentaire. C'est pour ça que même si on disait que la production n'était pas forcément toujours le premier intérêt, malgré tout, ça vient quand même à un moment donné, y compris pour pouvoir que le propriétaire puisse se payer ce genre de diagnostic. Il faut avoir faut quand même avoir en tête que la filière forêt-bois, c'est une filière où les acteurs de la filière dégagent globalement des marges faibles, et notamment en ce qui concerne la gestion. Et en fait, ce qui aujourd'hui rémunère l'acte des gestionnaires, la gestion, la matière grise, c'est pas la gestion en tant que telle. En fait, c'est souvent la production du bois qui vient payer les gestionnaires. Parce que malheureusement, si on devait facturer au coût réel les prestations de gestion, de réflexion, malheureusement, bien souvent, c'est beaucoup trop cher pour les propriétaires, hormis sur des grandes propriétés, mais sur de la propriété qui est très très souvent quand même de petite taille, on parle même pas de ça, quoi. On peut même pas commencer à aborder ces questions-là. Et on pourrait pas le faire de façon collective? Des diagnostics plus collectifs, interpropriétaires? Le regroupement de la gestion, c'est tenté dans des plans de gestion concertés. C'est très lourd à mettre en place. Et donc, il y en a relativement peu qui émergent. Je sais qu'il y a des initiatives du CNPF aussi pour favoriser ça. Donc, effectivement, là, il y a bien une action publique qui est menée avec des fonds publics. Mais dans le contexte actuel, à mon avis, c'est quand même c'est pas ça qui permettra de. Oui. L'effort à fournir serait vraiment énorme. Pour vous donner une idée, 3,5 millions de propriétaires forestiers privés. Au CNPF, on est tourné vers la forêt privée, on est 450.
Pas 1000, hein, 450 tout court. Donc voilà, ça a un rapport aussi de temps humain disponible pour aller vers ce regroupement qui serait vraiment à augmenter significativement si on veut avoir cette présence-là pour. Mais le regroupement, ça fait partie de nos missions, mais c'est très chronophage. C'est très chronophage. Merci beaucoup pour vos réponses. Bah, merci à toutes et tous d'avoir échangé pendant cette heure et quart. C'était très intéressant. Il est 14h15. On va, si ça vous convient, mettre fin à ce webinaire. Vraiment merci pour tous ces échanges. Merci de vous être rendus disponibles, d'avoir été présents aujourd'hui. Thomas, Jérôme, Raphaël, Grégoire d'avoir pris la parole. Toutes les questions qui ont été posées. On se retrouve pour le prochain webinaire. Ce sera le 12 mars. On abordera plutôt des questions plus en aval de la filière, puisqu'on s'intéressera plutôt à des questions d'adaptation parmi les acteurs de la filière face aux enjeux de la polycrise. Voilà, donc il y aura plus de détails qui vous seront communiqués en amont du webinaire, normalement une semaine avant, si tout se passe bien. Et voilà, donc on se retrouve dans un mois, tout pile. Et nous vous souhaitons une très agréable journée.